Souci, j'avais un gros blanc. Ouais. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Jacob Zuma, le président sud-africain, dans la tourmente. Son discours devait être solennel, il a été boycotté par l'opposition. Jacob Zuma chahuté tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Parlement où des milliers d'opposants ont dû être dispersés à coups de gaz lacrymogène. Nous serons en direct dans un instant avec notre correspondante au Cap, Caroline Dumais. À 4 jours de la présidentielle en Centrafrique, reportage à Bambari, ville symbole de la division entre communautés chrétiennes et musulmanes. Anissé Delogele, l'un des deux finalistes de ce second tour, a rencontré la population, mais aussi un chef de guerre. Des images exclusives. L'appel à l'aide des refoulés de Brazzaville. Ils font partie des quelques 140 000 personnes chassées du Congo en 2014. Ces ressortissants originaires de RDC ont tout laissé de l'autre côté du fleuve et certains d'entre eux vivent sans abri dans la plus grande pauvreté. Pas de répit pour Jacob Zuma après avoir été contraint sous pression de l'opposition à reconnaître ses erreurs dans le scandale du financement de sa résidence privée. Le voici à nouveau en grande difficulté. Son discours annuel à la nation a été plus mouvementé que jamais au Parlement du Cap où nous retrouvons tout de suite Caroline Dumais. Caroline, bonsoir. Vous avez suivi cette journée houleuse. Bonsoir. Le président a eu bien du mal à prononcer son discours. Absolument, il n'a jamais été aussi chahuté, Jacob Zuma. En fait, il a mis plus d'une heure à pouvoir commencer son discours. Les députés de l'opposition n'ont eu de cesse de l'interrompre, de le critiquer, de l'empêcher de parler. Patrick Terror-Lekota du parti COP est sorti en déclarant qu'il n'était pas du tout capable d'être président. Et puis finalement, il a fallu expulser les bérets rouges, les militants du parti de Julius Malema, les expulser de l'hémicycle. Ils sont partis en chantant et en menaçant le président, en lui disant que quand ils reviendront comme députés, le président ne sera plus président. Enfin bref, ça virait à l'insulte. Alors finalement, Jacob Zuma a prononcé son discours. Il n'a pas du tout parlé des choses qui fâchent, ni du scandale d'Nkandla, ni du problème avec le limogeage du ministre des Finances. Mais c'est reculé pour mieux sauter, parce que vous savez, la semaine prochaine, il y a un autre débat, mardi prochain, c'est les questions sur l'adresse à la nation, et ça promet évidemment d'être houleux. Et vous parlez de la semaine prochaine. Quel avenir justement pour Jacob Zuma? L'opposition veut sa peau, on l'a vu. Est-ce qu'il tiendra jusqu'au bout de son mandat? Écoutez, s'il ne veut pas démissionner, il restera président. Gwede Mantaché, le secrétaire général de l'ANC, a déclaré à la télévision nationale, juste après l'ouverture du Parlement, qu'il n'était pas question de rappeler Jacob Zuma. C'était leur président, c'était leur homme, jusqu'au présidentiel de 2019. Donc, il restera président, à moins qu'on arrive à faire voter une motion de défiance. Mais c'est très difficile, c'est la majorité des 2/3. Il est peu probable. L'opposition arrive à faire voter une motion de défense en ce moment au Parlement. Donc, a priori, Jacob Zuma y est et y restera. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Caroline Dumais, en direct du Cap. En Centrafrique, le deuxième tour de la présidentielle, c'est ce dimanche. Deux anciens premiers ministres de François Bozizé se font face, Faustin Archange Touadéra et Anissé Georges Delogele. Ce dernier était en campagne à Bambari, dans le centre du pays, ville au cœur des problèmes sécuritaires. Et il a pu rencontrer un chef de guerre. Regardez ce reportage exclusif signé Anthony Fouchard et Catherine Norris-Trent. Anissé Delogele arrive à Bambari, ville symbole de la division communautaire. Ici, chrétiens et musulmans sont séparés par ce pont, sous surveillance constante des casques bleus. À la mairie, le candidat Delogele a rencontré les notables, mais aussi les chefs des groupes armés, notamment le chef de guerre Ali Daras de l'ex-rébellion Seleka. Et que des discussions s'engagent avec le groupe armé pour aller vers la pacification du pays, la sécurité et le désarmement. Bambari et ses alentours sont sous contrôle des ex-rebelles de la Seleka. Anissé Delogele est bien conscient que le désarmement n'est pas pour tout de suite, même s'il a mis la pression sur les groupes armés. Ils ne déposent pas leurs armes du jour au lendemain, on n'est pas rentré dans le détail. Tant que les forces nationales n'ont pas encore pris le contrôle de la sécurité dans les villes, toute force qui pourrait contribuer à sécuriser la ville et non pas à mettre la sécurité est la bienvenue. Mieux armés que les casques bleus à Bambari, les ex-Seleka contrôlent le commerce de l'or, mais aussi du café et de la viande. Alors le désarmement, ce ne sera pas automatique. Nous sommes des militaires, nous tiendrons des discussions avec le gouvernement, mais nous avons des conditions avant de nous préparer à désarmer. Si ces conditions ne sont pas respectées, nous ne déposerons pas nos armes.
La sécurité ou le manque de sécurité, d'ailleurs ici en Centrafrique, c'était un des enjeux de cette campagne présidentielle. Et le candidat Anissé Dologele l'a rappelé à Bambari, l'État doit reprendre le contrôle sur l'ensemble du territoire. Et demain, vous pourrez suivre la fin de campagne de l'autre candidat Faustin Archange Touadéra que nos correspondants ont suivi. Il lance un appel à l'aide à Kinshasa, ceux qu'on surnomme les refoulés de Brazzaville, ville dans le plus grand dénuement depuis leur expulsion de l'autre côté du fleuve. C'est là qu'ils étaient installés depuis parfois des décennies. Si certains ont pu refaire leur vie dans leur village d'origine, d'autres à Kinshasa peinent à survivre. Thomas Nicolon les a rencontrés. Entre la route et le caniveau, c'est ici que vit une partie de ceux que l'on appelle les refoulés de Brazzaville, des conditions sanitaires déplorables et aucun moyen de subsister. La vie c'est difficile. Si nous vivons, c'est à cause des gens de bonne volonté qui passent et nous amènent le riz, le savon, les habits. Comment? Parce que nous n'avons aucun moyen. Nous-mêmes ici, en tout cas, nous n'avons rien. Le président du collectif des refoulés dit se démener pour obtenir de l'aide, mais sans succès. J'écris régulièrement aux autorités pour leur donner les informations et toute la situation qui se passe ici dans ce site ici. Alors, il n'y a toujours pas de retour. On tient même des réunions avec les secrétaires généraux, avec les conseillers des ministres, mais ça ne bouge pas. Alors, on fait des plaidoyers jusqu'au niveau de la présidence et de la commission des droits de l'homme. En 2014, plus de 140 000 Congolais de la RDC étaient expulsés du Congo-Brazzaville, responsables soi-disant de la hausse de l'insécurité. Kinshasa aurait alors pris en charge ces refoulés, mais de nombreuses familles sont toujours dans des conditions précaires. Le gouvernement assure que ces dernières ont refusé la main qui leur était tendue. La proposition qui leur a été faite, c'est d'être transportés vers leur famille, d'être transportés vers leur village d'origine. Et il me semble qu'il leur appartient d'accepter ou non. Et que manifestement, ils préfèrent cette solution-là, la recherche de la facilité. Le gouvernement étudierait actuellement la possibilité de dédommager ceux qui ont tout perdu. Mais en attendant, la situation s'éternise et plusieurs refoulés seraient déjà morts au cours des derniers mois. Ça y est, les juges se sont retirés à Dakar. Le verdict du procès Hissène Habré sera connu le 30 mai. Cela fait depuis juillet dernier que l'ancien président tchadien comparaît de force pour crimes contre l'humanité devant une chambre spéciale africaine, une première sur le continent. Les audiences se sont terminées aujourd'hui avec les plaidoiries de la défense. Sarah Sako. Les trois avocats commis d'office ont plaidé toute la journée la non-culpabilité de Hissène Habré. Ils ont attaqué la crédibilité de certains témoignages, la véracité de documents présentés par l'accusation et ont essayé de prouver que non, Hissène Habré ne pouvait pas tout contrôler, que c'était matériellement impossible et donc que sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique n'était pas avérée. Il faut maintenant attendre fin mai et la décision de la Cour pour connaître l'issue de ce procès. Mais déjà, les parties civiles ont dit avoir eu un goût de victoire toute la semaine, d'avoir vu leurs avocats plaider, d'avoir pu eux-mêmes témoigner dans la première partie de ce procès historique. Il faut le rappeler, c'est la première fois sur le continent qu'un État juge ainsi l'ex-président d'un autre État en vertu du principe de la compétence universelle, ce qui ouvre de nombreuses perspectives pour de futurs procès, alors que vous le savez, ici, eh bien, la Cour pénale internationale est vivement critiquée. Nombre d'Africains estiment en effet qu'elle se contente de juger d'anciens chefs d'État africains uniquement. Ce sera leur toute première participation à des Jeux Olympiques. Les athlètes du Soudan du Sud, indépendants depuis 2011, s'entraînent pour être à la hauteur de l'enjeu à Rio. Ou plutôt pour tenter d'être à la hauteur. Les défis sont nombreux dans ce petit État pauvre et ravagé par un conflit. Les moyens financiers et les équipements manquent cruellement. Il était très attendu. Le nouvel album de Rokia Traoré sort ce vendredi. Nesso, Ma Maison, Bambara. L'artiste malienne chante la détresse des peuples déracinés, forcés à fuir. Un opus composé durant son exil en Europe après les violences dans son pays, le Mali, entre rythme mandingue et sonorité rock. Et on va se quitter en musique. Nesso. Nesso.
déshabiller.